Merci à vous. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Je suis désolée, comme vous pouvez voir, je suis née en Inde, donc mon français n'est pas parfait. J'ai appris le français dans le labo avec les jeunes, donc c'est un peu aléatoire. Et j'ai beaucoup de difficultés avec le genre, parce que dans ma langue maternelle, hindi, il y a aussi le genre. Mais souvent, le et le la ne concordent pas dans les deux langues, donc je me trompe. Donc le texte étant malheureusement en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de texte. Donc je vais vous expliquer ce que je fais. Je travaille, on utilise l'approche parcours de vie, l'approche life course. Je vais vous expliquer pourquoi, ce que ça veut dire, et la façon, donc, c'est une autre façon de répondre à la question qu'on peut se poser sur la santé. Tout d'abord, le vieillissement. On sait très bien que l'espérance de vie a doublé sur les 150 dernières années. Donc, les populations sont vieillissantes un peu partout dans le monde, ça on le sait. Alors, avec l'âge vient un certain nombre de maladies. Il y a plusieurs maladies chroniques, donc les maladies neurodégénératives. Le souci avec les maladies neurodégénératives, c'est qu'il n'y a pas de solution curative. Les labos pharmaceutiques, on sait qu'ils arrêtent de travailler sur cette maladie. Je dis ça, mais si vous suivez la littérature, il y a cet épisode Biogène. On pourra parler de ça plus tard, c'est une parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on fait en épidémiologie? On essaye d'étudier d'une façon scientifique, systématique et basée sur les données. On essaye de voir la distribution de la maladie et les déterminants de la maladie. Finalement, la question qu'on se pose, est-ce qu'une exposition est la cause d'une maladie? Je sais que tout le monde a très peur d'utiliser le mot cause, mais c'est ça qu'on fait. Si on changeait une exposition, est-ce que l'événement de santé, on pourra avoir un impact ou pas? Très souvent, quand on travaille dans les populations humaines, on ne peut pas expérimenter parce qu'il faut être exposé à un certain nombre de paquets années de tabac pour avoir la maladie. Alors, on ne peut pas, éthiquement, ce n'est pas permis d'exposer quelqu'un à fumer, je ne sais pas, un paquet de cigarettes pendant 10 ans. Donc, il y a cette histoire de temps, mais il y a aussi cette histoire d'éthique. Donc, on reste sur les données observationnelles. Donc, il faut être malin pour voir si une exposition est la cause d'une maladie. Alors, l'autre spécificité de notre domaine, c'est l'approche populationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, c'est la distribution de risques, ça peut être paquet, année de tabac, ça peut être n'importe quoi. Une approche, c'est de s'intéresser juste à ces personnes qui sont à un risque très élevé. Une autre approche, c'est de dire je vais m'intéresser à toute la population. Parce que si je bouge la moyenne de là à là, l'impact sera beaucoup plus grand. Donc ça, c'est les travaux d'un monsieur Jeffrey Rose. C'est un papier qui est magnifique. Sick Individuals, Sick Populations. Je vous conseille si ça vous intéresse. Alors, avec tout ça, on rajoute l'idée de life course. C'est quoi l'idée de life course? L'idée de life course, c'est qu'un événement de santé n'arrive pas juste comme ça. C'est déterminé par exposition à des facteurs de risque pendant une très longue période. Alors, cette hypothèse a été mise en place par David Barker. Il a écrit ce livre, il travaillait sur le poids à la naissance des enfants. Et ce qu'il a observé, c'était que les enfants nés tout petits ou très gros avaient un développement cardio-métabolique qui était différent. Donc, il a écrit ce très joli livre, Fetal and Infant Origins of Adult Disease. Pendant longtemps, pendant que j'étais jeune, cette hypothèse s'appelait le Barker Hypothesis. Mais maintenant, c'est connu comme le nom de DOHAD,
Et vous avez entendu parler en France maintenant, il y a le mouvement DOHAD, donc c'est Developmental Origins of Health and Disease. Donc Life Course, ou l'idée de parcours de vie, c'est de regarder le temps d'exposition, mais aussi la période critique d'exposition. Parce que l'hypothèse qu'on fait, c'est que quand un événement de santé arrive, c'est le résultat d'un long processus. Alors, moi, je travaille sur les fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est quoi? C'est très simple. C'est la façon dont on traite l'information qu'il y a autour de nous. Ça peut être les processus d'apprentissage, les processus de raisonnement, le mémoire, attention, mais c'est vraiment comment on transforme et on utilise l'information qui est autour de nous. Évidemment, c'est quand il y a un dysfonctionnement, et le dysfonctionnement est problématique, et c'est observé dans les maladies comme les démences. Ça serait très simple si on pouvait juste regarder le cerveau, parce que c'est le cerveau qui raisonne, et dire, OK, je mesure ce que j'ai à mesurer dans le cerveau, et je fais des conclusions. Mais malheureusement, donc dans ce cas, si on regarde la pathologie dans le cerveau, ça c'est le fonctionnement du cerveau, on aurait une relation quelque chose comme ça. On attendrait à une relation comme ça. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est que la relation n'est pas tout à fait linéaire. Ça, c'est Braak Stages, c'est la classification de cerveau post-mortem sur la pathologie dans le cerveau. Et ça, c'est le fonctionnement qui a été pris juste 1 an avant le décès du patient. Et vous voyez bien qu'on est loin de ce scénario idéal. Donc, regarder ou imager le cerveau aussi bien qu'on peut, c'est fantastique, mais ça ne nous donne pas les réponses qu'on cherche. Alors, dans tout ça, l'approche Life Course qu'on a commencé à travailler sur cette hypothèse il y a une quinzaine d'années, l'idée c'est que le développement de fonctions cognitives, c'est une histoire de vie entière. Donc, il y a cette phase de croissance, de développement. Cette phase est très importante parce que c'est ça qui détermine la performance maximale d'une personne. Donc, moi, c'est une représentation schématique. Donc, ça, c'est les gens qui ont une performance le plus basse. Ça, c'est les gens, c'est le centième percentile de performance. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Mais beaucoup de recherches dans ce domaine, sur la maladie d'Alzheimer et les autres démences, c'est pendant cette période seulement. Donc c'est après l'âge de 65 ans où on recrute les participants et on fait passer des tests, on mesure des différentes expositions, mais vous voyez, on ne sait rien de ce qui s'est passé avant. Donc, ça peut donner des résultats qui ne sont pas robustes. Et on va regarder ça. Alors, les données qui existent dans ce domaine, j'ai fait une liste de grandes bases de données. Dans la plupart des cas, ça c'est une étude qui est très connue en France, l'âge de recrutement c'était 65 et plus, mais l'âge moyen de recrutement, quand ils ont été recrutés, c'est 75 ans. Donc beaucoup trop tard. Et on ne sait rien de ce qui s'est passé avant. Donc dans ces conditions, la question c'est est-ce qu'on peut répondre à la question de causalité? Est-ce qu'on peut dire avec ces données que l'exposition qu'on a mesurée, c'est la cause de la maladie? C'est la question qu'on se pose. Dans l'approche Life Course, il y a des gens qui travaillent ici. Donc, moi, je ne connais pas du tout ce domaine. Ce domaine entre 0 et 20 ans, on n'a jamais étudié. Mais il y a des équipes qui travaillent sur ça. Quels sont les facteurs qui sont liés avec le développement neurocognitif? Mais après, on peut aussi il y a beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de différences dans le déclin. Tout le monde ne développe pas, ne décline pas de la même façon. Et
si on connaissait mieux, on pourrait retarder le déclin, on pourrait modifier le taux de déclin, on pourrait peut-être identifier les facteurs de risque, c'est mieux, avec moins de biais. Alors, la recherche qui se fait dans mon équipe ici, on est pour le moment à la faculté de médecine de Paris 7, mais on est censé être à Hôtel-Dieu quand ce sera rénové. Donc, la recherche dans l'équipe se fait sur les facteurs de risque et de protection, sur les biomarqueurs, sur le déclin cognitif et moteur, sur le démence de différents types. On prend en compte la mortalité, la multimorbidité, la dépendance. Je ne vais pas vous parler de tout. Je vais vous parler essentiellement de déclin cognitif et les démences. La spécificité de ce qu'on fait, c'est avoir les mesures d'exposition répétées tout au cours de la vie adulte. Les biomarqueurs, on est investi dans la recherche sur ces biomarqueurs qui sont des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, mais aussi avec les omics, les biomarqueurs qui sont dérivés du sang, donc metabolomics et les proteomics. On est intéressé par le déclin physique et cognitif tout au cours de la vie adulte. Et quand on regarde un événement, on regarde les autres choses qui arrivent à la personne. Par exemple, quelqu'un qui meurt d'une crise cardiaque à 55 ans, il ne va évidemment jamais être dément. Dans les analyses, il faut prendre ça en compte. Donc, parce que sinon, on aura des résultats biaisés. Donc, c'est des choses comme ça qu'on fait. Donc, comme je vous ai dit, je vais parler de fonctionnement cognitif et les démences. Alors, pour cela, l'outil que j'ai utilisé, c'est la cohorte Whitehall, qui est basée. Donc, je suis un des PI de Whitehall, je suis le PI de la partie vieillissement cognitif. J'ai commencé mon postdoctorat ici dans les années 2000 et je suis devenue responsable de la partie cognitive à cause de financement NIH, justement. Et INSERM m'a permis de garder cette responsabilité. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que c'est une des seules cohortes au monde où on a les données répétées sur les expositions tout au cours de la vie adulte. Vous voyez, on a par exemple, la tension, le cholestérol mesuré tous les 5 ans dans cette population. Cette cohorte est liée avec les bases de données médico-administratives. Donc, chaque fois que la personne rentre dans un hôpital, va voir son médecin, on sait. On connaît tous les événements de santé et la cohorte est grande, large, 10 308 personnes. Il y a plusieurs types d'études. Il y a une étude sur le IRM, il y a toutes sortes de choses. On mesure les hormones avec... et les sous-études sur l'activité physique avec accéléromètre. Donc, c'est une base de données qui est riche. Et les résultats qu'on obtient, ça va être applicable en France. Ça, c'est une question qu'on me pose d'une façon répétée. Est-ce que ces données sont applicables? Et évidemment, ils sont applicables. Alors, donc, la première partie de ma présentation, c'est sur le déclin cognitif pendant cette phase. Et la deuxième partie, je vais vous parler un peu de notre recherche sur la démence. Sur cette partie, il y a une tonne de papiers. Je ne vais pas vous décrire tous ces papiers, mais juste quelques résultats clés. Alors, ça, c'est un papier publié par Trey Hayden en 2004. C'est un joli journal. Dans ce papier, il a mis toutes les données qui existaient à cette époque et il les a mis ensemble. Et sa conclusion, c'était qu'il n'y avait pas de déclin cognitif avant 60 ans. Donc, bien sûr, on a voulu regarder ces données.
Et ces données, c'est vraiment ces bouts de données, des petits échantillons. Ce n'est pas du tout les mêmes individus ici que ici. Donc, on a voulu faire les analyses. Et ce qu'on voit avec ces données, donc c'est un papier qui a maintenant 7 ans, on montre un déclin tout au long de on a regardé ça entre 45 ans jusqu'à 80 ans. Il y avait le même, il y avait le déclin avant 60 ans et après 60 ans. Donc cette idée qu'on peut, rien ne se passe, que tout le monde est stable jusqu'à 60 ans, c'est pas vrai. Alors, une exposition qui concerne les personnes qui fument. Donc le résultat ici, ce n'est pas de dire que si vous fumez, il y a beaucoup plus de déclin que si vous ne fumez pas. Mais le résultat pour la prévention, c'est ici. Donc c'est les gens qui ont arrêté de fumer pour plus de 5 ans. Et ce que vous voyez, c'est que leur déclin cognitif, tout le monde décline, hein, c'est l'âge. Mais leur déclin cognitif est à peu près la même que les gens qui n'ont jamais fumé. Donc, même chez les personnes qui ont à l'âge adulte, donc ce n'est pas des jeunes adolescents ou des gens qui ont 20 ans, arrêter de fumer a un effet. Alors, l'autre chose, je vous ai dit qu'on ne peut pas faire l'expérimentation, mais on peut utiliser des données d'une façon malin. Alors ici, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on a comparé les hommes et les femmes et regardé le droit à 60 ans. Donc ça, c'est les hommes. On a séparé les personnes sur leur année de naissance. Et vous voyez bien qu'à 60 ans, les hommes sont à peu près pareils. L'année de naissance ne joue pas. Ils ont la même performance. Donc là, ici c'est y-axis. Je ne sais pas comment on dit y-axis en français, mais ce n'est pas grave. Ici, c'est le fonctionnement cognitif, ici, c'est l'âge. À 60 ans, chez les hommes nés dans les années 30 sont pareils que les hommes nés dans les années, je ne sais pas quoi, 50. Mais chez les femmes, ce qu'on voit, c'est que les femmes qui sont nées dans les années tardives ont une performance cognitive à 60 ans, donc c'est la droite ici, qui est beaucoup plus élevée. Alors, qu'est-ce qui a changé? La chose qui a changé, c'est l'éducation. Parce que ces femmes-là, les femmes plus âgées dans la cohorte, il y avait très peu de femmes qui avaient le baccalauréat. Donc, en utilisant les données observationnelles, on peut tirer des conclusions sur les choses qu'on ne manipule pas d'une façon expérimentale. Alors, l'autre chose qui nous intéresse, c'est la démence et le rôle de la position socio-économique. On sait bien que la prévalence de la démence est plus élevée dans les populations pauvres, moins bien éduquées. Alors, d'où vient cet effet? On a fait l'hypothèse, donc il y a le risque est doublé, hein, c'est 2 fois plus. Donc, d'où vient cet effet? Est-ce que c'est parce qu'ils déclinent plus rapidement? Ou est-ce qu'ils sont protégés par leur éducation ou les conditions socio-économiques ici? Donc l'effet sur la performance. Donc on a pu tester ça, c'est un papier publié il y a quelques années dans PLOS Medicine, et on montre bien que cet effet disparaît si on prend ça en compte. Donc c'est vraiment la performance plutôt que le déclin. Ça a des implications, parce que ça a des implications sur l'importance de l'éducation, l'importance du développement cognitif tôt dans la vie. Un autre exemple, c'est le dernier exemple sur le déclin cognitif, après on va passer aux démences. Cette idée que l'effet vient encore
tard dans la vie. Donc, on a regardé la fibrillation auriculaire, on dit ça comme ça, atrial fibrillation, chez les gens qui avaient entre 50 et 65 ans, 60 et 75 ans, 70 et 85 ans. En gris, vous avez le déclin cognitif ici chez les gens qui n'ont pas le atrial fibrillation. Et en bleu, c'est les plus jeunes avec du atrial fibrillation. Et vous voyez que dans chaque groupe, on observe un effet. Donc l'effet sur le déclin cognitif est là. Il n'arrive pas à des âges avancés. Donc c'était ça l'objectif de ce diapositive. Alors, quand on vient aux démences, les choses se compliquent parce que quand on parle démence, on pense aux maladies d'Alzheimer. Et dans la maladie d'Alzheimer, ça fait 20 ans qu'il y a cette hypothèse de amyloïde. Et il y a eu un investissement financier et intellectuel énorme pour mieux détecter les changements de amyloïde et de tau. C'est des protéines qu'on trouve chez les malades dans le cerveau. Donc, il y a eu un travail énorme pour voir quels biomarqueurs changent quand. Donc, ça, c'est le modèle accepté de maladie d'Alzheimer. Donc, il y a une séquence de changements. C'est sur une période de 10 à 15 ans. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Mais il y a à peu près 300 molécules testées pour changer le profil cognitif chez les gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Et malheureusement, le taux de succès, c'est 0%. Il n'y a aucune molécule qui marche. Pourquoi on peut avoir ce débat? Alors, les gens disent qu'il faut faire ça plus tôt dans la vie. Mais chez qui? Parce qu'on ne sait pas prédire qui va développer la maladie. Donc, qui on va traiter si on devait faire un essai? L'autre chose, si on place ce modèle de Clifford Jack, le modèle que je viens de vous montrer, si on place dans cette histoire de parcours de vie, il se place ici. Et ces changements dans les biomarqueurs déroulent sur une quinzaine d'années. Donc, ça veut dire que si on doit penser à la prévention doit être avant que la maladie commence, il faut qu'on réfléchisse à ce qui se passe bien avant. C'est un point de vue qui a été assez contesté jusqu'à récemment parce que j'hésite d'utiliser le mot lobby, mais le lobby intellectuel et le lobby financier des gens qui travaillent sur l'hypothèse de amyloïde est forte. Mais l'année dernière, il y a eu cette publication de NIH qui dit très clairement qu'il faut regarder les facteurs de risque bien avant. Donc c'est bien. C'est bien parce que ça nous permet d'avoir le financement pour faire ce qu'on fait et publier, et bien publier. L'histoire de prévention. Alors, qu'est-ce qui existe? Si on veut travailler sur la prévention, on peut regarder ce qui existe dans le domaine. Donc, il y a tous les 2 ans, tous les ans, il y a quelque chose qui sort en disant il faut faire ceci, cela pour prévenir la démence. Mais moi, j'ai pris les guidelines qui sont récentes. Même le Lancet n'est pas d'accord. Parce que ça, c'est Lancet Neurology en 2016 et ça, c'est Lancet en 2017. Vous voyez bien que ces facteurs de risque ne sont pas concordants. Ici, c'est une énorme liste produite par cette commission. Ils disent ici très clairement, on ne peut pas lire, je suis désolée, que pour beaucoup de facteurs de risque, les données ne nous permettent pas de tirer des conclusions définitives. Ici, ils ont séparé dans 2017, c'est le travail de Jill Livingston.
ils ont séparé les facteurs de risque. Donc, ils ont dit il y a des facteurs de risque tôt dans la vie, au milieu de la vie et à des âges avancés. Une autre revue, ça c'est le National Academy of Sciences, cet rapport est très critique. Il dit que finalement, même pour ces trois choses, les données ne permettent pas d'être sûres. On rajoute à ça ce travail par l'OMS qui a remis plein de choses où on a des questions. Donc il y a une confusion énorme sur quoi faire. Alors, donc dans tout ça, on commence à regarder les facteurs de risque un par un, parce que pour le moment, et je vais conclure en vous disant que ce n'est peut-être pas la bonne stratégie, mais je vous montre quand même. Par exemple, dépression est sur 3 listes. Alors, si on regarde ça d'un point de vue épidémiologique, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la dépression, c'est une cause de la démence? Donc, si on traitait la dépression, est-ce qu'on changerait le risque de démence? C'est la question qu'on se pose. Quand on regarde les données, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup d'études, le suivi est très court, de 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Ce qui se passe dans ces études, que même s'il y a un suivi de 12 ans, l'événement peut arriver dans la 2e, 3e année. Donc, est-ce que c'est vraiment fiable comme résultat? Donc, pour répondre à ces questions, on a posé la question différemment. Donc, ce qu'on a fait, on a pris les gens qui avaient un diagnostic de démence, on a pris les contrôles, donc l'âge, sexe, l'éducation, tout ce qu'on veut, on les a comparés. On a fait une hypothèse simple. Si dépression est un facteur de risque de démence, on verrait une différence dans ces deux groupes tout au long de la vie adulte. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une échelle de temps à l'envers. C'est des modélisations, ça s'appelle des mixed models. Je ne connais pas le terme en français, je suis désolée. Mais c'est juste le temps a été mis à l'envers. Donc l'année 0, c'est l'année de diagnostic. Et là, on va en arrière. Et on voit bien que 28 ans avant le diagnostic de démence, il n'y avait aucune différence dans ces deux groupes. Et ces différences apparaissent une dizaine d'années avant le diagnostic de démence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est très consciente de ce qui lui arrive. La démence n'arrive pas comme ça, il y a les déficits cognitifs qu'il réalise, et ça fait une partie de la maladie. Donc, c'est la causalité inverse dans la terminologie employée. Alors, donc notre approche générale, c'est d'utiliser le temps à l'envers. OK, ça c'est une chose. On veut aussi regarder l'exposition à 50 ans, 60 ans, 70 ans pour voir ce qu'on trouve. L'idée, c'est de répondre, est-ce que les résultats qu'on obtient, est-ce que c'est la causalité ou est-ce que c'est la causalité inverse? Parce qu'on ne veut pas la causalité inverse, ça ne nous aide pas, parce que ça ne nous donne pas d'informations importantes sur la maladie. Alors, évidemment, on travaille avec une base de données et on ne veut pas tirer des conclusions qui sont spécifiques à cette base de données, parce qu'on a toujours peur qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui ne soit pas bien. Donc, on fait quelque chose qui s'appelle Individual Participant Data Meta-Analysis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas du méta-analyse avec les données déjà publiées. On cherche toutes les données qui existent dans le domaine, on les fait rentrer chez nous, toutes les données sur les facteurs de risque sont harmonisées et on regarde le lien avec ces données. Donc, le IPD meta-analysis qu'on fait, c'est très souvent basé sur plus de 1 million de personnes. De différentes études, très souvent, l'étude ou la cohorte lui-même n'a même pas publié ces données. Donc ça, on n'est pas en train de faire le méta-analyse sur les données déjà publiées.
Ça donne quoi? Donc, pour les choses compliquées, comme l'obésité, l'obésité a un lien compliqué avec la démence. Vous voyez ici que chez les personnes en rouge qui vont devenir déments, leur IMC est élevé quand on regarde 28 ans avant le diagnostic de démence, mais proche de la démence, ils oublient qu'il faut manger, ils ont des problèmes métaboliques, ils perdent aussi le goût, l'odorat, donc leur IMC baisse, leur poids baisse. Ça, c'est quelque chose qu'on observe. Mais en regardant ces données, on peut bien voir comment une exposition comme le poids du corps change avec la maladie. Donc ça, donc ça, c'est une façon de le regarder. Après, on a regardé l'obésité, donc ça, c'est IMC plus de 30, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, et bien sûr, il y a un lien ici, mais pas plus tard. Donc, à des âges avancés, l'obésité n'est pas liée avec le risque de démence. Et on peut comprendre pourquoi, parce que l'obésité implique un certain nombre de changements cardiométaboliques. Donc, on avait ces résultats, on l'a publié. Après, on a voulu répliquer ça dans les analyses avec plus de données. Quand on dit plus de données, je vous ai expliqué qu'on a les données de plus de 1 million 300 000 personnes. Mais on n'a pas des données répétées sur l'IMC. Dans la cohorte Whitehall, on a les données répétées, donc on peut jouer avec les données comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas des données répétées? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'association entre l'obésité et démence. Après, on a jeté tous les démences qui arrivent dans la période de 5 ans, les premières 5 ans de suivi. On a juste enlevé parce qu'on a dit on ne sait pas si c'est la causalité ou la causalité inverse. Après, sur 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. Donc, on a séparé, progressivement, on a séparé le temps entre la mesure de BMI, IMC, et la démence. Et on voit encore parfaitement apparaître le risque plus élevé chez les gens qui avaient un IMC plus élevé. Alors, ce papier m'a fait beaucoup de mal parce que je crois vraiment dans l'activité physique. Pour moi, c'est une partie importante de ma vie. Donc, on attendait un lien protecteur de l'activité physique. Mais on sait que les essais sur... Donc ça, c'est le the LIFE trial. C'était un essai sur 24 mois qui avait dit qu'il n'y avait pas d'effet. Pas d'effet de l'intervention sur l'activité physique et le fonctionnement cognitif. Et c'est ça qu'on voit. Donc, quand on regarde, là encore, on retourne en arrière, on a l'activité physique mesurée d'une façon répétée sur 28 ans. Quand les personnes sont proches de diagnostic de démence, ils arrêtent de faire du sport. Donc, malheureusement, faire beaucoup de sport ne protège pas. On continue à regarder là, on va re-regarder, c'est publié, mais on va re-regarder ces données parce qu'on a mesuré l'activité physique avec accéléromètre. Donc, c'est pas fini cette histoire. Mais il n'y a vraiment pas d'effet protecteur. Dans les données, encore, c'est un papier séparé, c'est le même thème avec cette idée de suivi et jeter les cas qui arrivent dans le premier 10 ans de suivi. Donc, vous voyez qu'on dirait qu'il y a un effet. Donc, ça, c'est inactivité. Inactivité et un risque de démence. Il y a un risque de démence quand le suivi est moins de 10 ans. Mais quand le suivi est plus de 10 ans, il n'y a pas d'effet. Sur la démence et la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est 19 cohortes, les données de 19 cohortes. On n'a pas des données répétées, donc on est obligé d'utiliser ces méthodes.
C'est vrai pour la démence, mais les reviewers nous ont demandé est-ce que c'est la même chose pour les autres maladies? Et c'était très intéressant. Donc, ce n'était pas notre idée, je dois admettre. Et pour les autres maladies, il y a un effet, il y a un risque, donc c'est inactivité. J'ai fait une erreur, ça doit être inactivité. Il y a un risque, malgré, même si le suivi est moins de 10 ans ou plus de 10 ans, il y a un risque, ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire que pour la démence, il n'y aura rien pour l'activité physique. Donc, on en est là. Donc, ça, c'est un papier de cette année. On va voir comment ça progresse. Nos collègues n'aiment pas ce papier, mais c'est comme ça. Alors, ça, c'est un papier qu'ils aiment encore moins. Parce que dans l'industrie de régime alimentaire, les vitamines A, les vitamines B, les vitamines je ne sais pas quoi, on vous vend toutes ces vitamines pour votre cerveau. Donc, il y a une industrie énorme et après, il y a toute l'équipe à Harvard de Willett, je ne devrais pas dire ça publiquement, mais je le dis quand même, qu'ils vendent cette histoire de la nutrition qui serait protecteur pour tout. Donc, c'est très bien, mais c'est mal mesuré. Pour nous, c'est aussi que peut-être qu'il y a quelque chose, mais la façon dont on mesure ça, je suis étonnée de voir les résultats qu'on voit. Donc, ça, c'est un papier fait par les jeunes, publié dans le JAMA, où maintenant on était au courant quoi faire. Donc, on a regardé régime alimentaire, le lien entre régime alimentaire, démence, mais aussi la mortalité. Ce qu'on voit, c'est que quand il y a un suivi de 25 ans, il n'y a vraiment pas quoi que ce soit. Il y aurait une tendance de protection quand le suivi est moins long. Donc ça, c'est encore la causalité inverse. Donc on ne peut pas... Excusez-moi. On ne peut pas, en regardant, et même là, il n'y a pas vraiment un effet. Mais par contre, pour la mortalité, il y a un effet protecteur. Donc bien manger, vous allez vivre très longtemps, mais ça ne va pas protéger contre les démences, malheureusement. Alors, pour parler de l'utilité de cette approche, et là on est vraiment dans le quand est-ce qu'il faut contrôler la tension systolique. Ici c'est la tension systolique, et quel est le seuil. Donc encore, on a les données observationnelles et on sait que dans le domaine cardiovasculaire, il y a des discussions sur est-ce que 14, c'est le seuil de traitement. Est-ce qu'il faut traiter la tension systolique bien en dessus de cette seuil? Donc on a voulu regarder ça et donc ça, c'est l'association entre la tension systolique qui est là et le risque de démence qui est là à 50 ans, 60 ans et 70 ans. Déjà, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'effet. Mais à 50 ans, il y a bien le risque de démence plus élevé chez les gens qui ont l'hypertension. Mais encore, le risque commence à 130 ici, dans les données, qu'on a pu vérifier avec les méthodes plus robustes qui prennent en compte. Ça, c'est juste les spleens. Donc là, on voit bien que cet effet est bien robuste. Je vais passer sur ce diapo parce que c'est l'effet de l'alcool. L'alcool, il ne faut pas beaucoup boire, essentiellement. Donc, on ne va pas passer, ça on sait, donc on ne va pas passer. Pour la prévention, alors c'est là qu'on veut aller, c'est essayer de mettre différents facteurs de risque ensemble. Ça demande un travail énorme, on commence à le faire. Donc on a fait un essai avec ce risque cardiovasculaire qui est élaboré par l'American Heart Association. Donc c'est composé de 7 items. Donc vous voyez bien que c'est bien distribué ce risque. Et quand on regarde le lien, donc ça on l'a mesuré pour tout le monde dans la cohorte, ça c'est la beauté des données longitudinales. On a les données répétées, mais on peut aller extraire, pour chaque personne, extraire son risque cardiovasculaire à 50 ans
et après faire le suivi. Donc ça nous permet de faire des choses comme ça. Donc on voit bien un effet protecteur. Donc les gens qui ont une meilleure santé cardiovasculaire ont un effet bénéfique pour le risque de démence. Alors, l'idée je vous ai parlé de l'approche populationnelle. Donc, non, l'approche populationnelle n'est pas juste basée sur les gens qui ont le risque le plus élevé. Donc, une façon de regarder ça avec nos données, c'est de dire, OK, on sait que pour certains facteurs de risque, il y a la maladie cardiovasculaire qui arrive. Est-ce que le risque de démence est aussi dans ce groupe qui n'a pas la maladie clinique cardiovasculaire, donc c'est les AVC et la maladie coronaire. Donc c'est une façon de dire qu'on ne va pas juste regarder cette groupe qui est là, qui a déjà les facteurs de risque. On a fait ça dans, je vous montre 3 exemples, on ne va pas tous les regarder. Donc on peut faire ça avec une modélisation qui s'appelle Multi-State Models. Là encore, je ne connais pas le nom en français, qui permet de modéliser ça. Donc ça, c'est les données sur 30 ans. Donc les gens sont... Donc ici, c'est le atrial fibrillation. On sait qu'il y a un risque d'AVC plus élevé, donc je ne vous montre pas les résultats parce que pour ne pas compliquer les choses. Donc ça, on sait qu'il y a un risque. Mais aussi ici, chez les gens qui n'ont pas eu un AVC, les gens qui avaient un atrial fibrillation avaient un risque plus élevé. C'est le cas aussi pour l'hypertension et pour la santé cardiovasculaire qu'on vient de voir. Alors, j'aurais dû, c'est peut-être mon dernier diapo, j'aurais dû commencer avec ça. Parce que l'inspiration de ce qu'on fait, c'est la cohorte de Framingham. La cohorte de Framingham, c'était le résultat d'essais de Roosevelt au quoi faire, comment est-ce qu'on comprend bien le rôle de l'hypertension dans la maladie coronaire. Au lieu d'imager ou soit in vivo ou post-mortem le cœur, on aurait pu faire ça. Il y avait un débat au sein de NIH. Qu'est-ce qu'on finance? Est-ce qu'on finance une étude où on va suivre les personnes à long terme ou est-ce qu'on fait quelque chose où on image le cœur, on regarde le cœur post-mortem? Mais l'idée de faire le Framingham Heart Study, c'était de prendre une population sans maladie, les suivre pour pouvoir identifier les facteurs de risque, prédire la maladie, valider ce modèle et définir les interventions qui ont changé la maladie cardiovasculaire. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui définit aussi notre approche. Pour la démence, il faut poser les questions, quels sont les facteurs de risque, quel est l'âge d'exposition, quelle est la durée d'exposition, quel est le seuil de risque, comment prévenir, comment les facteurs de risque marchent ensemble, quel rôle des nouvelles technologies, parce que proteomics, on aura 5000 protéines, quoi faire avec? Donc, c'est les questions qu'on commence à se poser avec UCL, mon équipe à UCL, donc avec les infirmières. L'équipe n'est pas aussi grande. Il y a toutes les infirmières et tout le monde ici. Et l'équipe à Paris. Merci beaucoup.